permettait d'exporter des céréales ukrainiennes en représailles à l'attaque sur la flotte russe en Crimée. On va y revenir ce soir. On fera aussi sur le point sur les pénuries d'eau et d'électricité que connaît l'Ukraine après les frappes russes. Nous serons à Kharkiv avec nos équipes. Ils ont encore bloqué la circulation hier soir sur le pont de Sèvres en région parisienne. Ils se collent à des œuvres d'art pour nous alerter sur l'inaction climatique des autorités. Hier, l'un d'entre eux s'est même accroché au drapeau du Panthéon à Paris. Qui sont ces activistes qui multiplient les actions coup de poing? J'en reçois un ce soir sur le plateau de BFM Story. Il va s'expliquer. Et puis dans Face à Duhamel, on se demandera quand même si cette nouvelle génération de militants sert vraiment la cause qu'elle défend. Ce soir, c'est l'ancienne ministre Roselyne Bachelot qui sera face à Alain Duhamel. Et puis nous reviendrons sur le meurtre de Justine, car les équipes de BFM TV ont mené une enquête de terrain, interrogé certains acteurs du dossier, recueilli de nombreux témoignages des proches, un travail qui, ce soir, nous a permis de retracer une chronologie basée sur ces déclarations et ces témoignages de la nuit du crime, un document à découvrir dans BFM Story. Après les frappes russes hier visant les installations énergétiques ukrainiennes, l'eau et l'électricité ont été rétablies à Kiev. Qu'en est-il à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine? Nous retrouvons sur place nos équipes. Anne-Sophie Varmont, bonsoir Anne-Sophie, avec Julie Rosaire pour les images. Anne-Sophie, la situation s'est-elle améliorée depuis hier? Écoutez, 50 000 personnes sont privées d'électricité à Kharkiv et 90 000 dans la région. Une situation très compliquée suite aux frappes d'hier matin qui ont ciblé des infrastructures dites critiques, comprenez des infrastructures énergétiques et qui évidemment alimentent la population de Kharkiv. Alors cette population, elle doit supporter les coupures d'électricité, les coupures d'eau, le manque de chauffage alors qu'il fait très froid en Ukraine. Une vague glaciale qui s'est abattue sur le pays depuis lundi. Évidemment, il pourrait être possible d'acheter des générateurs, mais ça coûte excessivement cher, donc toute la population n'y a pas accès à cause de ce coût exorbitant. Les sociétés spécialisées, elles travaillent 24 heures sur 24 pour rétablir la situation, mais le problème, surtout, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement, c'est qu'il y a toujours ce risque qui pèse de nouvelles frappes qui pourraient à nouveau toucher des infrastructures énergétiques. Merci Anne-Sophie Varmont avec Julie Rosaire en direct de Kharkiv. Maintenant, on va revenir sur l'entretien téléphonique entre le président Macron et son homologue ukrainien Zelensky. Cette inquiétude exprimée par le chef de l'État concernant la sécurité alimentaire, puisque la Russie a décidé de suspendre sa participation à l'accord qui permettait d'exporter des céréales ukrainiennes. On va découvrir les tweets notamment du président Macron. Nous sommes pleinement mobilisés pour augmenter dans les plus brefs délais notre soutien militaire. Ça, c'est pour l'aspect militaire, mais peut-être on va quand même commencer par ces difficultés d'approvisionnement. D'ailleurs, il y a une confirmation, Patrick Sauze, bonsoir, ce soir, c'est que il n'y a pas de cargo en ce moment empruntant le couloir humanitaire en mer Noire. Donc, on ne peut plus aujourd'hui profiter des céréales ukrainiennes. C'est la conséquence tout à fait concrète de cette suspension de l'accord. En fait, il y avait une convention signée par les uns et les autres, c'est-à-dire les Russes, les Ukrainiens, mais aussi les Turcs et les Nations Unies, qui permettait à des cargos, sous réserve d'être totalement inspectés, et au départ des ports, il y a 3 ports ukrainiens, et au départ d'Istanbul, ils pouvaient partir avec du blé et faire des allers-retours. Ils étaient laissés tranquilles et par les navires russes, mais aussi par les mines ukrainiennes. Et les Russes ont dit, en suspendant notre accord, nous ne pouvons plus garantir que les navires arriveront sains et saufs. Pourquoi? Parce que les Russes peuvent craindre que les Ukrainiens soient tentés, entre 2 grains de blé, de mettre des armes et d'essayer d'acheminer une aide militaire au milieu de l'aide humanitaire. Si on est tout à fait rationnel, on peut penser que cette guerre des mots va durer sans doute quelques jours, mais pas plus. Erdogan a eu Vladimir Poutine, le président turc au téléphone. Il est confiant. Il y a quelques heures, il est confiant, il doit avoir... Ça veut dire quoi, il est confiant? C'est-à-dire que lui aussi, il a gagné. Vous venez de dire que les bateaux ne passaient plus le Bosphore, sauf que ça fait plusieurs jours que vous avez près de 100 navires qui sont bloqués à Istanbul. Donc 97 qui sont totalement remplis de blé ukrainien. Et ces bateaux, ils attendent d'être contrôlés par les Turcs qui
perdent des papiers ou doivent en retrouver quelques-uns, ils font largement traîner les choses. Et donc, il faut vraiment pas oublier le rôle de Recep Tayyip Erdogan dans cet accord. La Turquie a énormément à gagner là-dessus. Et quand Erdogan dit « je suis confiant », il va avoir Zelensky dans la foulée, sans doute dans la soirée par téléphone, c'est que ça va se faire. N'oubliez pas que cet accord, il devait durer jusqu'au 19 novembre. Les Russes l'avaient signé sans en être contents. Eh bien, ils vont essayer d'avoir un peu plus pour faire passer leurs propres céréales, des céréales qui... formellement ont le drapeau russe, mais on se doute que certaines ont sans doute été volées sur le sol ukrainien. Ouais. Mais ça veut dire quoi concrètement s'il n'y a plus de céréales ukrainiennes? C'est l'Afrique, parce qu'elles sont exportées vers l'Afrique, le continent africain qui serait la première victime? C'est le chantage que cherche à exercer Vladimir Poutine, qui de toute façon, dès la signature de l'accord, quelques heures après, il cherche des excuses pour rompre cet accord et ne pas remplir ses obligations. Il avait bombardé le port d'Odessa, il avait déjà essayé de ralentir les flots de cargo censés opérer leur mission. Donc c'est quelque chose qu'il ne respectera pas et tout le monde le sait. Donc en fait, ce qui se passer, c'est que cet accord sur le grain, la façon de l'encadrer, de le mener à bien, va se faire sans lui. Et c'est ce qui est très exactement en train de se dealer. À partir du moment où ensuite, via son chantage et sa menace, il en arriverait à frapper un cargo civil de livraison de grains, on dépasserait le stade du terrorisme international. Donc il endossera ça tout seul. Finalement, dans cette histoire, la partie garante de la sécurité alimentaire mondiale, c'est l'Ukraine. Et Vladimir Poutine le sait très bien. Et il essaye, encore une fois, depuis le début, de toute façon, de disloquer cet accord. Et au passage, avec ce message et ce chantage à la famine envoyé à l'Afrique, parce que, par ailleurs, son objectif principal, c'est de détruire l'Ukraine. C'est de l'affaiblir économiquement, c'est d'affaiblir les civils et de disloquer également le soutien international assez unanime à l'Ukraine. Et donc, on le sait qu'il y a des failles, particulièrement sur la question de l'Afrique. Et donc, ce qu'il essaye de faire entendre, c'est que j'ai les moyens d'affamer des populations en Asie, au Bangladesh, au Yémen, en Éthiopie, parce que c'est de ces cargos-là dont il s'agit en particulier. Et il joue là-dessus. Donc, encore une fois, c'est chantage à l'énergie, chantage à la famine, chantage au nucléaire, chantage, menace, brutalité, non-respect de la parole donnée. Donc, ce que ça vient dire aussi, c'est qu'un accord signé avec une partie russe de la Russie actuelle ne vaut rien et ne sera jamais discuté. Ça veut dire aussi que les nouvelles armes de guerre de Poutine, ce sont les céréales, mais aussi l'électricité, en s'attaquant aux installations énergétiques. Oui, on s'attaque à l'Ukraine de manière plus indirecte, on va dire. Enfin, non, le terme n'est pas bon, puisque des missiles, c'est quand même très direct. Mais autrement que par des opérations militaires sur la ligne de front, où les Russes sont plutôt, au contraire, sont plutôt bloqués, sont plutôt impuissants. Donc c'est une manière de contourner ce blocage, cette faiblesse, en agissant sur la population. Alors, c'est une stratégie complètement... par défaut et par ailleurs complètement inefficace. Mais il faut, pour Vladimir Poutine, montrer qu'il a une action sur les événements, qu'il a une certaine initiative sur les opérations, qu'il a des moyens de faire pression sur l'Ukraine et sur ses alliés. Et en réalité, les marges de manœuvre sont relativement limitées. Donc il y a le chantage sur les céréales, effectivement, mais on détourne l'attention aussi en parlant de bombes sales, on détourne l'attention en accusant les Britanniques d'être à l'origine du sabotage des gazoducs de Nord Stream, etc. Et puis il y a cette campagne de frappe sur le réseau électrique et sur le réseau de vie. Michel Goya, Poutine a parlé aujourd'hui sur ça. Il a dit finalement je pourrais faire pire. Oui. J'ai frappé, mais je pourrais frapper encore plus durement. On va écouter le président russe. Après l'attaque terroriste contre le pont de Crimée, vous avez dit qu'en cas d'autres attentats terroristes, la Russie réagirait. Pouvons-nous considérer que les frappes massives d'aujourd'hui sur le territoire ukrainien sont une réponse aux événements récents à Sébastopol? Ça l'est en partie, mais ce n'est pas tout ce que nous aurions pu faire. Voilà. Pierre Laurin, ça veut dire quoi pouvoir aller plus loin encore? Parce que ça, c'est une menace. Ça aussi dit, j'ai retenu mes coups, en fait. C'est ce qu'il dit. Jusqu'à présent, il vise les installations énergétiques ukrainiennes, et en partie, pas totalement. Il pourrait les viser totalement. Il pourrait envoyer davantage de missiles de manière à priver
l'Ukraine non seulement de 30% de son énergie, mais de 50 ou de 70%. Ça, c'est crédible. Il peut le faire. En ce qui concerne les céréales, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Il y a 5% à peu près des cargos qui sont destinés au tiers-monde. Tout le reste va ou en Turquie ou en Europe. Donc, la crainte d'une famine dans le tiers-monde est tout à fait limitée. En ce qui concerne les céréales, vraisemblablement, un accord va être trouvé puisque l'accord qui avait été conclu est suspendu et non pas arrêté. Donc, il y a un espoir pour que les choses reprennent à peu près convenablement, moyennant un surplus d'inspection des navires qui transitent, puisque ce qui a motivé la suspension, c'est le soupçon des Russes que des navires humanitaires ont été utilisés dans l'attaque de drones sur Sébastopol il y a quelques jours. Il faut simplement dire que depuis qu'on a débloqué la situation, on a quand même exporté près de 10 millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui étaient coincées dans les ports. Les chiffres officiels donnent quasiment une moitié pour les pays hors Union européenne et Turquie, c'est-à-dire plus de 4 millions. Et il se trouve que la plupart des bateaux qui sont bloqués en ce moment, ils doivent partir, notamment pour la Corne de l'Afrique, et en particulier pour Djibouti. Et ce que dit Moscou, c'est que effectivement, il y a quasiment une moitié de ce blé qui doit partir vers l'Europe. Et ça, évidemment, ça n'engage pas plus d'affaires. Il se trouve que, en plus, Moscou a du mal à vendre son propre blé. C'est difficile de vendre en dollars, désormais quasiment tout est bloqué. La rouble est artificiellement très forte, donc le blé russe, il est beaucoup trop cher. Il y a quelques problèmes aussi de logistique qui font que Vladimir Poutine, lorsqu'il regarde ses chiffres d'exportation de blé, il n'est pas très content. Il peut être content d'autres chiffres de l'économie, paradoxalement, mais sur les céréales, c'est pas bon du tout. Cependant, on voit bien une fois de plus que cette guerre a des conséquences mondiales, et c'est aussi ça qu'agite Vladimir Poutine. Ça ne concerne pas uniquement l'Ukraine, la Russie, le continent européen. Oui, bien sûr, elle se mondialise cette guerre, et la peur que Poutine peut étendre sur le monde, elle a plusieurs visages. Il y a la peur nucléaire, il a largement joué de cette peur-là, il a largement agité ce cauchemar-là. Il y a aussi la peur d'une famine, famine alimentaire en Afrique qui créerait évidemment de graves problèmes dont l'Occident serait frappé par ricochet, parce qu'il y aurait des migrations, il y aurait des troubles évidemment dans les pays concernés. Il y a aussi le fait de nous amener vers un hiver glacé, vers un hiver où on ne puisse pas se chauffer. Alors en ce moment, on ne le sent pas parce que l'automne est extrêmement clément dans cette partie-ci de l'Occident. On a battu un record, l'octobre le plus chaud jamais enregistré en France. Exactement. Il y a quelques semaines, on entendait en Russie que les Européens seraient punis pour leur soutien à l'Ukraine par un hiver où ils ne pourraient pas se chauffer ou alors hors de prix. C'est sa façon à lui de mondialiser complètement ce conflit. D'ailleurs, Emmanuel Macron montre bien qu'il essaye sur chacun de ses fronts d'être présent politiquement. Sur les céréales, il était monté au créneau lors de la première crise, il y est revenu par la petite phrase contre Moscou. Sur l'énergie, il est depuis des semaines et des semaines à la recherche d'une solution européenne, y compris une solution qui comprenne une aide à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse être alimentée en électricité. Il y a du répondant du côté occident sur chacun de ces fronts. Et puis sur l'huile nucléaire, bien sûr, rappelez-vous ces petites phrases à la télévision rappelant la doctrine française en matière d'usage nucléaire. Aline Baille-Crémer. Oui, sur la question de la mondialisation de cette guerre, oui, évidemment, oui, ça fait longtemps. Mais ce que ça montre là, c'est qu'il est prêt aussi à frapper les civils ukrainiens et les civils de façon mondiale. Il n'hésitera pas, en effet, à affamer et à mettre en balance la survie de millions de gens. C'est exactement ça. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du pervers et de l'ignoble là-dessus. Enfin, c'est quand même pas rien ce qu'il est en train d'expliquer cyniquement du haut de sa tour, c'est que finalement, qu'il y ait une famine ou non de millions de personnes, je m'en fiche, je veux détruire l'Ukraine et j'agite... Mais dans ce cas-là, il accusera l'Occident d'être responsable de ça. Oui, sauf que il est responsable de la montée des prix, il est responsable de vol de blé ukrainien, il est responsable lui-même de la crise dans laquelle s'enferre l'économie des céréales en lait. C'est lui qui est responsable du prix élevé des céréales en ce moment, et personne d'autre. Il est responsable du blocage de ces pas. Il n'y a que lui qui est responsable. Pierre Laurent, vous vouliez réagir? Oui, il est omnipuissant, il est omniscient, il sait tout, il fait tout, c'est le diable en personne. Ça c'est sûr, il est responsable de tout.
D'accord. Vous ne croyez pas donc au fait Non, que... moi je pense qu'il est responsable de beaucoup de choses, indiscutablement. Maintenant, une guerre est une guerre. C'est lui qui l'a déclenchée, je suis d'accord, encore que lui, il dit que ce sont les Ukrainiens qui l'ont déclenchée en 2014, mais tout ça, ça se discute. Mais en tout cas, la phase actuelle de la guerre, c'est lui qui est responsable. Maintenant, ce qu'il fait, c'est conduire la guerre, de la même manière que les Ukrainiens la conduisent également. Mais la guerre les Ukrainiens n'attaquent pas des cibles civiles. Des deux côtés, il y a des choses qui ne sont pas très claires. C'est vrai, les Ukrainiens n'attaquent pas des cibles civiles, ne bombardent pas des installations énergétiques pendant des en Russie. années, entre 2014 et 2022, ils ont bombardé la ville de Donetsk, 2 millions d'habitants, sans tenir compte des maternités, des écoles, de quoi que ce soit. Et personne ne protestait, tout le monde trouvait ça normal. Et c'était des civils qui mouraient. Parce que les Ukrainiens ont commencé à mourir très exactement à ce moment-là, ça on est d'accord. Et déjà, les Ukrainiens protestent depuis 2014 d'être victimes de Moscou. Voire depuis bien avant, les en gens réalité. de Donetsk. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens n'attaquent pas des cibles civiles, aujourd'hui. L'armée ukrainienne n'attaque pas des cibles civiles. C'est la Russie qui bombarde d'actes génocidaires cibles civiles. Sur le sol russe. Vous n'avez pas lu les rapports des Nations Unies sur les crimes de guerre qui sont également repartis entre les Russes et les Ukrainiens. Mais ça, effectivement, on fait silence. C'est un mensonge. Dire ça. Je ne dis pas que les Ukrainiens sont les méchants et les Russes les gentils, ni le contraire. Je pense que les Ukrainiens ont été attaqués et qu'ils se défendent. Mais les méthodes des uns ou des autres, hélas, dans une guerre, ne sont pas très différentes. Mais pas alors, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Absolument. En termes de faits, en termes d'histoire... Mais quel rapport des Nations Unies égalise les crimes de guerre entre Ukrainiens et Russes? Quel rapport? Il suffit de lire le journal Le Monde il y a quelques jours et vous l'aurez. Ça tombe bien, je l'ai lu. Vous l'avez pas lu ce rapport? Et non, là, je vois pas bien. Non, mais non, on n'est pas du tout. Attendez, on n'est pas du tout de la même. Ça n'a rien à voir. échelle. Il n'y a pas d'équivalence. C'est pas possible. Il n'y a pas d'équivalence. Vous pouvez pas mettre agresseur et agressé signe égal. Je viens de le dire qu'il n'y a pas d'équivalence. Mais n'empêche que des deux côtés. Donc la Russie pose des actes génocidaires en ce moment sur le sol ukrainien. L'inverse n'existe pas. L'inverse n'est pas vrai. N'existe pas. Non, l'inverse, non. On va continuer d'en parler. On va notamment évoquer cette conférence internationale pour soutenir la résilience civile cet hiver, voulue par Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il? Et puis on va aussi, ça c'est un autre sujet, essayer de savoir qui sont ces nouveaux militants écologistes qui bloquent la circulation des voitures, notamment le soir autour de Paris, mais qui aussi se collent à des œuvres d'art. Qui sont ces activistes qui multiplient les actions coup de poing? L'un d'entre eux, l'un de ces militants, sera avec nous dans BFM Story. Nouvel entretien téléphonique aujourd'hui entre le président Macron et son homologue ukrainien Zelensky. Emmanuel Macron qui en a profité pour réitérer la mobilisation de la France qui doit augmenter son soutien militaire dans les plus brefs délais. Il s'agit notamment de renforcer la défense anti-aérienne. C'est l'un des maillons faibles, on va dire, de la défense aérienne aujourd'hui et on le voit avec ces bombardements russes. Et le président Zelensky a remercié Emmanuel Macron pour ce soutien militaire. Mais concrètement, Patrick Sauce, qu'attendent les Ukrainiens? Ils ne les ont toujours pas, c'est ce fameux renfort militaire. Les Crotales, vous voulez dire? Les Crotales. Oui, on sait que ça a été annoncé. Alors les Crotales, c'est quoi déjà? Expliquez-nous. C'est un système... pour le coup, très français. On est assez loin des systèmes américains très lourds, très puissants, qui vont permettre de se protéger très loin. Non, les Français, ils ont quelque chose de beaucoup plus modeste, mais aussi beaucoup plus mobile. C'est-à-dire que ça tient sur un seul châssis. Grosso modo, vous avez un véhicule blindé avec à la fois le logiciel ou les radars de détection des missiles qui arrivent en face. Vous avez le logiciel qui, lui, va essayer de transformer ces informations vers les lanceurs. Et vous avez les missiles antimissiles qui vont pouvoir partir si je me souviens bien, la portée, c'est jusqu'à 18 km, grosso modo, mais selon l'air, la pluie, le vent, vous voyez. Et ça, c'est un petit peu comme le canon César, c'est-à-dire que c'est très mobile. On sait que les 18 canons César ont largement servi aux Ukrainiens, encore une fois, en complément de tout le reste. Et c'est vrai que on ne sait pas combien vont partir en Ukraine. Je dis bien vont partir parce que ce qu'on comprend du communiqué, c'est qu'ils sont toujours pas sur le sol ukrainien. Alors on parle on va faire ça dans les plus brefs délais. Oui, on a bien vu et lu le tweet. Et pourquoi ça tarde?
parce qu'il faut déjà les compter. On n'en a pas beaucoup, 13 en tout. Une fois qu'on les donne, on les récupère plus. Sont des allées sans retour. Voilà. Et on en a besoin, que ce soit pour nous protéger. On en a au moins un. On a un autre système, mais en Roumanie, ce sera toujours mieux pour nous. Et puis il y a des échéances très fortes pour le territoire français. C'est dans moins de 2 ans. Enfin oui, moins de 2 ans avec les Jeux Olympiques. La sécurité des Jeux Olympiques. On aura besoin sur quasiment aussi tout un territoire. Vous avez Paris, mais vous avez par exemple les épreuves de voile à Marseille. Voilà, il faut protéger un certain nombre de... Si ces Crotales arrivent enfin en Ukraine, ils permettront à l'Ukraine de mieux se défendre face à ces attaques ciblées contre notamment les entreprises énergétiques. Alors pourquoi c'est important? Enfin, quand vous parlez du maillon faible de la défense ukrainienne, non, c'est quelque chose, c'est au contraire un atout. Le système de défense ukrainien antiaérien, c'est un atout. Il n'y aurait pas ça, ou l'aurait été détruite dès le départ, par exemple par les forces russes. Toutes les villes ukrainiennes pourraient être bombardées tous les jours par l'aviation russe et ce serait infiniment pire que ce que l'on voit jusqu'à présent. Donc les Ukrainiens ont déjà un système qui fonctionne bien. Alors, système antiaérien, ça fonctionne par couche. Il en faut 3. Les systèmes les plus sophistiqués, ils vont très haut dans le ciel. C'est comme les systèmes S-300, ils en ont. Les systèmes moyenne couche, c'est entre les deux, dont le Crotale en fait partie. C'est parce qu'il y a de plus moderne. Les Allemands ont fourni, pour le coup, des modèles qui s'appellent les Iris-T, qui ont déjà été utilisés avec succès hier contre des missiles russes. Et vous avez la basse couche, c'est 4 km, c'est souvent des petits missiles, des choses qui peuvent être tirées de l'épaule par exemple. Et il faut avoir l'ensemble de ces couches, sinon si c'est pas étanche, il y a des trous. Et puis ensuite il faut en avoir suffisamment pour protéger tout le territoire. Un système les plus sophistiqués comme les S-300, ils ont une centaine de kilomètres de rayon. Donc vous protégez par exemple la ville de Kiev ou une ville comme Kharkiv, etc. Mais vous avez forcément des trous. Donc il faut à la fois du bon matériel, techniquement, il faut de l'information. Un appui qui est très important, par exemple, c'est celui des radars volants américains qui permettent de détecter le départ de missiles beaucoup plus rapidement que des radars au sol, par exemple. Et donc ça, c'est les missiles balistiques russes, ils mettent quelques minutes simplement pour frapper les villes ukrainiennes. Donc il faut aller très vite, il faut être très précis. C'est pas évident, ça demande des moyens sophistiqués et en nombre suffisant. Or, le problème de la France, c'est que on n'en a pas beaucoup. Voilà. Encore une fois, on n'est pas tout seul. On vient en complément, on se parle entre nous, entre Européens. Et nous, on a un peu sacrifié en fait cette composante, y compris d'ailleurs l'artillerie. On a d'excellents systèmes anti-aériens. Il y a quelques-uns qui sont déployés en Roumanie. Les autres sont conservés pour protéger notre force nucléaire, notamment les bases aériennes. C'est un système de l'armée de l'air essentiellement. Et donc en réalité, on s'aperçoit que on est un peu nu comme l'artillerie. On peut fournir des choses qui sont pas mal, mais très peu. Aline Lebay-Crémer. Selon certaines sources, il est aussi question de livraison conjointe et d'accords communs avec l'Italie sur des livraisons de systèmes de défense antiaérienne qui effectivement ne sont pas assez. Il n'y en a pas assez, mais il y en a. Par exemple, hier, il y a 55 missiles qui sont tombés, se sont abattus sur l'Ukraine. Le système de défense en a arrêté 45. Alors on pourrait se dire... ça va, mais en fait non, ça ne va pas, parce que sur les 10 qui restent, c'est des morts en plus, c'est des destructions en plus, et c'est une crise humanitaire en plus. Donc l'Ukraine demande à ses alliés de l'aider à protéger au maximum ces civils, en fait, qui n'ont strictement rien à voir avec le front, avec la contre-offensive, avec du militaire en tant que tel. C'est ça qui est en jeu. Et je note que dans le communiqué, il s'agit d'augmenter dans les plus brefs délais. Selon certaines sources, il y a quand même des choses qui sont déjà faites, avec tout le charme discret de la grande muette française. Mais enfin, il y a quand même des choses qui se font. Et il semblerait que sur le système en tant que tel, de système de défense antiaérienne, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec l'Italie. Et puis, il y a cette idée de conférence internationale. Alors, je cite, ce serait pour soutenir la résilience civile cet hiver. Elle se tiendrait à Paris le 13 décembre. C'est quoi une conférence concernant la résilience civile? Et c'est même une double conférence. Il y a d'abord une conférence bilatérale avec les entreprises françaises et l'Ukraine et une conférence internationale qui se tiendrait à Paris. Il y a 99,9% de chances que Vladimir Zelensky soit en visioconférence, il ne quittera pas Kiev, ce serait une question de sécurité mais aussi de symbole de partir. En fait, quelque part, les Français... C'est quoi? C'est pour se préparer tous ensemble à avoir froid cet hiver? Non. Alors non, c'est vraiment pour que l'Ukraine puisse passer à l'hiver. D'accord. Et là, pour le coup, l'expérience est française. Lorsqu'on parle de l'arrière entre 1914 et 1918, c'est ce qui a permis à la France de tenir lorsque tous les hommes étaient au front, lorsqu'il fallait justement faire bouillir la marmite,
lorsqu'il fallait continuer dans les usines et faire passer les femmes de la maison jusqu'à ces usines et qu'elles se mettent à travailler, eh bien il a fallu qu'il y ait un énorme effort national. Eh bien c'est ça que les Français ont sans doute en tête, c'est-à-dire que pour que il y ait toujours des soldats qui puissent continuer à faire la guerre, il faut il faut que l'arrière tienne. Pourvu qu'il tienne. C'était l'un des dessins les plus fameux de la guerre 14-18. Concrètement, ça veut dire envoyer de l'eau, envoyer des groupes, des générateurs électriques, faire en sorte que les Ukrainiens puissent se chauffer, puissent réparer le plus vite possible également lorsqu'il y a des conduites qui sautent. Oui, puis moi je pense à tous ces Ukrainiens qui vivent dans des maisons qui ont été bombardées, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de fenêtres, le froid va arriver très vite, donc là il faut être concret, c'est-à-dire qu'il faut des matériaux qu'ils n'ont plus. C'est les matériaux, c'est aussi de l'accueil, peut-être de nouveau des réfugiés aussi. On sait qu'il y a un mécanisme qui a fonctionné pour le coup lors des premiers mois. Là encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. La guerre a commencé, c'était le 24 février, mais c'était presque déjà... Le 13 décembre, ça paraît même un peu tard, alors pour se préparer... Ça paraît un peu tard, mais il se trouve qu'en Ukraine, comme ailleurs, l'hiver, pour l'instant, est relativement clément. Les nuits sont déjà fraîches. Mais pardon, un mot sur le rôle d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui veut être en première ligne là-dessus. On voit bien qu'il veut vraiment jouer un rôle dans ce conflit. Bien sûr, il veut compenser la faiblesse militaire qu'on a décrite tout à l'heure avec ce manque de matériel par une force diplomatique. Être aux endroits où ça se passe, où ça discute. On va discuter résilience civile pour l'hiver, mais on va discuter aussi avec les entreprises françaises pour l'après-guerre. Parce qu'un jour l'après-guerre arrivera, le temps de la reconstruction arrivera. Il y aura des marchés. La reconstruction commence avec cette résilience civile. C'est aussi ça le message que veut envoyer Emmanuel Macron et le rôle qu'il veut faire tenir la France. Oui, la veille, il y a une conférence en effet bilatérale qui est censée mobiliser les entreprises françaises, donc le secteur économique, ce qui a un lien avec l'aide concrète proposée le lendemain aux civils. Et il faut donc il y aura des forces vives, de l'argent, des idées, une dynamique qui va amener sûrement le lendemain à pouvoir amener concrètement des choses pour aider les civils. Mais il va se passer d'autres choses avant, notamment le G20. Est-ce que Poutine sera au G20, Pierre Laurin ? Personne n'en sait rien. Vraisemblablement non. Je pense que dans les circonstances actuelles, il n'envisage pas de quitter la Russie. Peut-être, effectivement, fera-t-il une apparition. On n'en sait strictement rien. Mais le consensus est plutôt non. Non, de pas y être. Et ça ne changera rien qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas. Pour info, le Brésil ou l'Argentine, parmi d'autres, font partie du G20. Et le Brésil, on a changé de président. Lula a eu des termes assez peu amènes, ça date du mois de mai, peut-être, il n'était que candidat, des termes peu amènes à l'encontre de Volodymyr Zelensky. Oui. Bolsonaro était tout à fait neutre, le cite vraiment, et pour le coup, il y a une ambiguïté, voire plus que ça, du côté des Brésiliens. Le président Poutine a félicité d'ailleurs Lula pour sa victoire. D'une manière générale, l'Amérique latine est profondément anti-ukrainienne. Anti-américaine. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Mais au G20, il ne sera pas seul. Il ne sera pas seul, c'est pour ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voyez. On aura l'occasion d'en reparler. Intérêt à y aller. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous. Maintenant, on va s'intéresser à...